Allez-y, entrez. Allez vous installer. J'en profite pour vous demander de mettre vos téléphones en silencieux. Ce serait sympa de ne pas avoir de tonalité. Allez-y, entrez, messieurs. Dames. Allez-y. Allez, installez-vous. Allez-y. Avec la caméra en même temps. Allez-y. Allez, terminez de vous installer. Comme bientôt démarrer. Merci. Je répète, merci d'éteindre vos portables, vous les mettez en mode avion. Vezmu si čerstvý Installez-vous. Restez pas dans l'entrée, là. Installez-vous. Allez, on s'installe, les gars du 8, là. Ils sont repérés, c'est bon. Allez, on s'installe, dépêchez-vous, on démarre dans 1 minute. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Éric Le Sceau, nouveau secrétaire général de l'UNP, remplaçant de Dominique Courtine. Je passe la parole au président. Alors, pour ceux qui ne m'auraient pas encore vu sur le DLP, qui n'ont pas reconnu ma figure, voilà, donc je suis le général Vincent Guilloni, et donc je suis le président de l'Union nationale des parachutistes, ayant succédé à général Patrice Caille au congrès dernier. Voilà, donc nous avons décidé, vous savez, de placer ce congrès sous le souvenir de la guerre d'Indochine et de Dien Bien Phu, donc c'est le 70e anniversaire. C'est pour ça que
nous avons placé cette Assemblée Générale et puis le Congrès sous le patronage de trois grands noms, de trois noms en tout cas, qui nous rappellent l'Indochine. Le général Hervé Trapp, qui était à l'époque lieutenant, qui commandait une compagnie du 6e bataillon de parachutistes coloniaux, et qui était d'ailleurs le commandant de compagnie du major Pierre Flamin, qui viendra cet après-midi en tant que grand témoin. Voilà. Le caporal Jean Rescurio, qui a une histoire très très particulière, retrouvée par Jean-Claude Potvin et son équipe, d'un garçon qui s'était engagé à 17 ans, 18 ans à l'époque, c'était pas majeur, je vous rappelle, et qui a été dispatcher, grosso modo largueur, aide-largueur, dans des avions qui étaient pilotés par des Américains. Et ce garçon-là a disparu, et en fait est mort avec l'équipage dans un crash de cet avion, juste après un largage sur Dien Bien Phu. Et puis bien évidemment, celle que vous connaissez toutes, Geneviève de Galard, qui, bien sûr, l'ange de Dien Bien Phu, qui nous a quittés récemment, à une date d'ailleurs qui est assez symbolique, puisque très très proche des anniversaires que l'on fait. Voilà, donc si ça marche, voilà, en souvenir de cette grande dame, qui était, je vous le rappelle, présente à la Saint-Michel de l'an dernier. Elle a été fidèle à l'Union nationale des parachutistes jusqu'au bout. Vous la voyez avec son mari, le colonel Jean de Holm. Voilà. Et à la sortie de la messe, donc elle a été vraiment présente au sein de l'association jusqu'au dernier, et on peut être très affecté par sa disparition, même si déjà à l'époque elle était quand même très très diminuée. Voilà. Et donc je vous demande de vous lever pour se souvenir de rendre hommage à tous nos morts. On vous en a mis deux, bien évidemment, mais pour représenter tous ceux qui nous ont quittés. Donc, bien évidemment, Geneviève de Galard, et puis Pascal Barado, qui est mort sous voile lors d'un saut à la Johnson. Je vous demande une minute de silence. Je vous remercie. Donc, je vais vous expliquer le déroulement de l'Assemblée Générale. Donc, comme vous l'avez compris, on vient de démarrer 11 heures. Cette année, on a scindé l'Assemblée Générale en deux temps. Donc, de 11h jusqu'à 12h30, nous avons la première partie. Ensuite, il y aura un buffet en repas, un buffet, dans la salle de restaurant qui se situe au-dessus de là où vous étiez tous, la salle principale. Vous montez par l'escalator, et il y a la salle de restaurant. De toute façon, c'est fléché. Buffet. Alors, je vous demande d'être assez discipliné pour celui-ci, parce que il y a beaucoup de personnes qui doivent partir pour les excursions, il y a des visites, donc on va scinder tout ça de façon à ce que les personnes qui sont prévues pour ces visites passent en premier, pour ne pas bloquer. Mais bon, tout ça, on va vous l'expliquer à l'avancement. Ensuite, une fois le repas terminé, on reviendra ici pour la seconde partie de l'Assemblée Générale. À l'issue de l'Assemblée Générale, il y aura le vote des présidents ou de ceux qui ont été désignés pour remplacer les présidents qui ne sont pas là. D'accord ? Donc, que je reprenne un petit peu le fil. Voilà. Déroulement.
il y aura donc le vote se déroulera de cette façon. Lorsque vous sortirez, les personnes concernées par le vote, lorsque vous sortirez de l'amphi, vous avez tout de suite une porte qui s'appelle P5. Vous avez une porte pour entrer et une porte pour la sortie. Vous rentrez dedans. Vous vous dirigez vers la table où il y a l'ordinateur. Ici, vous percevrez votre bulletin. En même temps, on cochera votre nom. Ensuite, vous irez dans l'isoloir. Il y a 4 isoloirs qui ont été mis en place. Vous irez dans ces isoloirs. Vous ferez votre vote. Vous sortirez de là. Il y a 2 autres tables qui sont un peu comme on vote pour les législatives et tout ça, hein, et autres. Une table avec l'urne. Vous mettrez votre bulletin dans l'urne et signature. Et ensuite, vous ressortez. Voilà. Donc il faudra essayer d'être le plus discipliné possible. Je vous demande, pour tous ceux qui votent, de pas, en ressortant d'ici, de ne pas vous rediriger vers la salle où il y a le bar et tout ça, parce qu'on va perdre du temps. Et derrière, il faut qu'on pense au dépouillement. D'accord ? Ok. Donc, ensuite, 16h, si je ne me trompe pas, voilà, 16h30, on aura l'accueil de Philippe Delavre, réalisateur, et de Pierre Flamand, parachutiste à Dien Bien Phu, et présentation du contexte du film, Le Sacrifice, par le général de corps d'armée, Vincent Guillaudy, président national, qui fera la présentation, et ensuite, le film qui dure, je crois, quelque chose comme 90 minutes à peu près. Voilà, donc 16h45, 19h, projection du film et débat. Ensuite, 20h, dîner animé par donc Philippe Jury et les Cœurs d'Homme. 23h, fin de repas. Alors, je vous demande d'être assez discipliné quand même là, sur tous ces horaires, y compris pour la fin de journée, car ici, nous sommes dans un complexe du Comet, où les choses sont vraiment très bien réglées. Et il ne faut pas déroger à cette organisation. Sachez que lorsqu'on met 23h fin du repas, il ne faut pas penser que vous allez pouvoir rester jusqu'à 23h30 ou minuit. Ici, tout est cadré. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Bon, j'aborde samedi, j'en reparlerai encore un petit peu plus dans l'après-midi. Donc 9h, pareil, 9h, rassemblement à la cathédrale d'Orléans. Pour accéder à la cathédrale d'Orléans. Alors, vous pouvez y aller. Merci, je vais vous demander ce que ce soit mis en mode avion. Vous pouvez effectivement y aller avec vos véhicules. Vous avez des parkings. Je vous conseille quand même d'emprunter les parkings, hein, de ne pas vous garer à la sauvage parce que ça risque de poser problème. Sinon, vous avez le tram. Le tram qui passe devant, le tram A. Ça va très bien, ça se passe très très bien. Il se croise avec le B. Il n'y a que 2 trams à Orléans. Il se croise avec le B. Et pour ceux qui ne veulent pas marcher, eh bien, à l'intersection du B, vous pouvez prendre le B et vous arrivez directement à la cathédrale. Voilà. Donc, rassemblement à la cathédrale d'Orléans. Pour ceux qui vont habituellement à la Saint-Michel aux Invalides, on est un peu dans le même état d'esprit, hein, c'est une grande cathédrale, Orléans. Et donc il y aura les drapeaux en tête. Je vous demanderai de laisser les 2 premiers rangs libres pour les autorités. Ensuite, vous pouvez vous mettre derrière. Et le premier siège dans l'allée, de part et d'autre, libre pour les porte-drapeaux. Donc, 9h15, entrée des porte-drapeaux et des autorités. 9h30, début de l'office religieux. Donc, 9h30, 10h30, 1 heure d'office religieux. Ensuite, bon, je rentrerai un peu plus dans le détail derrière, hein, mais 10h45, il y a l'esplanade de la cathédrale d'Orléans est relativement grande. Donc, on pourra former les pelotons sur place. Il y aura des personnes de l'organisation en gilet orange
qui nous guideront sur en gros 400-500 mètres pour aller jusqu'au parc Pasteur. Alors pour ceux qui ont des difficultés à marcher, je vous encourage à prendre le tram B qui vous emmène vers le parc Pasteur. Sinon, les autres, moi je vous conseille d'éviter de bouger vos voitures une fois qu'elles sont stationnées, parce qu'en plus de ça, sur le boulevard, il y a effectivement des parkings, mais il y a le marché en même temps. Donc ça va devenir compliqué. Donc je vous encourage à prendre le tram qui vous emmènera directement vers le parc Pasteur pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Pour les autres, on le fera en formation, direction le parc Pasteur sur environ 400 ou 500 mètres à peu près. Donc, formation des pelotons, c'est ce que je vous disais, l'ordre, tout ça on redéfinira. Ensuite, 11h, cérémonie d'hommage aux combattants d'Indochine au parc Pasteur. 11h30, fin de la cérémonie, retour aux comètes. 12h30, au bas des échos de Brognon. Et 13h, repas de clôture du congrès, à l'issue du départ des autorités, fin de congrès. Donc, et bien sûr, au parc Pasteur, il y aura une cérémonie, gerbe, récipiendaire, enfin voilà, tout ça, ça rentre dans l'organisation du parc Pasteur. Voilà. Si vous avez des questions à poser, on le fera ultérieurement, un peu plus tard, en fin de journée, et de façon à ce que je puisse, moi, vous répondre si vous avez des interrogations. Je repasse la parole au président. Bien. Donc il m'appartient d'ouvrir, pas d'ouvrir le bal, hein, mais de poursuivre après cette présentation du secrétaire général sur l'organisation. Concernant l'organisation, en dépit des petits problèmes que vous avez rencontrés, dont certains m'ont déjà fait part d'organisation, moi je tiens quand même à saluer le travail remarquable d'Étiennette Ploquin et de la section 450, notamment de son équipe de marque, voilà, appuyée par le siège. Voilà. Et j'invite ceux qui voilà, trouvent qu'il y a des choses qui ne vont pas, et il y a forcément des choses qui ne vont pas, hein, c'est pas une chose simple à organiser, vous imaginez bien, eh bien de se proposer pour prendre la main pour le prochain congrès. Voilà, mais n'hésitez pas quand même, quand il y a quelque chose que vous remarquez qui ne fonctionne pas bien, d'aller voir Étiennette Ploquin ou quelqu'un du siège hein, pour dire, bon là il y a un petit sujet, parce qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qu'on a complètement raté. Voilà. Donc la critique n'est pas forcément une critique destructive, hein, les critiques elles sont constructives, mais voilà, reconnaissons, voilà, Étiennette vit, voilà, je pense que demain à 15h, je pense que la section 450 va sabler le champagne pour se remettre des efforts qu'elle a fournis avec le siège. Très bien. Bon alors, il m'appartient de globalement vous faire le rapport moral, de vous présenter le rapport moral qui fait l'objet de la première résolution. À ce sujet-là, avant de vous présenter, on vous a envoyé à tous les présidents de section le brouillon, un brouillon de ce que sera la feuille de vote. Donc vous êtes avertis de ce qui vous attend à 16h au moment du vote. Hein. Vous aurez à remplir une feuille de vote qui vous a été, dans le brouillon, hein, vous a été envoyé il y a un petit mois. Voilà. Donc, et sur ce brouillon, vous avez, vous l'avez vu, vous avez première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième résolution, etc. Et donc on va dérouler un petit peu cette assemblée générale, forcément, autour de ces résolutions. Donc moi j'aborde là, ici, le rapport moral qui fait l'objet de la première résolution que vous aurez à approuver ou pas approuver lors du vote à 16h. Voilà. Et ensuite, d'ici 12h30, notre trésorier national abordera les deuxième et troisième résolutions liées au rapport financier et au budget prévisionnel de l'année qui vient. Voilà, donc, rapport moral, le bilan des activités, on va dire, depuis le dernier congrès.
Pour ceux qui y étaient, je vais aller rapidement, mais il a été marqué par le 60e anniversaire de notre association, le départ du général Caille, après de longues années de vice-présidence et de présidence, la limite d'âge ayant frappé, voilà, et donc j'ai eu l'honneur de lui succéder. Par un vote qui ressemble quand même assez, dans le pourcentage, ça apparente beaucoup plus à la République populaire et démocratique de Corée du Nord qu'à la France. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça s'est très bien passé, je remercie, enfin voilà. Et je suis très honoré d'assumer cette charge. On est toujours rattrapé par son passé, et je l'assume. Même si j'ai, je vous le rassure, absolument pas pensé à cette charge peu de temps avant. Mais par amitié pour Patrice, par fidélité, je l'ai accepté. Et je vous remercie de m'avoir élu à cette charge. Et puis il y a eu l'Assemblée Générale, qui s'est déroulée, je me rappelle, dans le grand hangar de Quélus, dans une des conditions beaucoup plus rustiques et plus proches de l'ambiance para que ce magnifique ouvrage, cette magnifique infrastructure dont nous pouvons profiter. Et notamment, il y avait eu un des sujets qui avait été abordé et qui avait été voté, qui a été soumis à votre vote, qui s'appelait la fusion entre l'Union nationale des parachutistes et la Fédération nationale des associations parachutistes. Mais voilà, j'aborde ce point, on y reviendra, mais qui ne se fera pas tel que ça avait été prévu, pour des raisons que j'évoquerai assez rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait dans cette fusion-là une remise en cause des statuts, et donc une remise en cause de la reconnaissance d'utilité publique, qui était vraiment un risque très très important. Bercy aurait d'évidence au changement de statut, remis en cause cette reconnaissance d'utilité publique. Voilà. Donc en accord avec, on y reviendra, avec la FNAP, on a changé de portage, mais on est toujours dans le même esprit. C'est la lettre qui a changé, mais l'esprit reste. Bien, ensuite, nous avons eu notre Saint-Michel traditionnel à Paris, bien sûr avec la présence, comme je l'ai déjà évoqué, de Geneviève de Gallard et de Jean de Holm, et puis le Conseil national, où là, qui est logiquement un lieu d'échange, et où là j'avais noté quand même qu'il y avait relativement peu, enfin voilà, de présidents de section. Alors que c'est, me semble-t-il, au Conseil national, c'est l'endroit où l'on peut échanger entre présidents de section, et j'y reviendrai. Voilà. Il a été très court, d'une part, trop court, bien sûr, et puis il y avait quand même assez, même pas la moitié des présidents de section présents. Donc là, on en reparlera, mais je pense que là, il y a un progrès à faire. L'Assemblée Générale, c'est pas un lieu de discussion, c'est un lieu de vote. Voilà. Mais le Conseil national, il est là pour ça, et je pense qu'il faudra qu'on y veille. Voilà. À l'issue de cette... Alors bien sûr, il y a eu tout un tas d'activités menées par les sections, sur lesquelles je ne reviens pas au plan local. Mais enfin, la dernière grosse activité de l'année menée à la fois au niveau central et puis à la fois en local, ce fut les commémorations de Drakkar, qui reste quand même un événement extrêmement lié à la famille parachutiste, puisque l'essentiel de ceux qui sont morts dans cette attentat sont les parachutistes des 2 régiments de chasseurs parachutistes, principalement. Voilà. Donc, ça mérite que cet anniversaire soit d'abord organisé, piloté par l'Union nationale des parachutistes, ou à tout le moins par des amicales de parachutistes. Alors, à Paris, c'était piloté par l'association qui est très liée au Drakkar, qui est l'ARVA, et là, les sections parisiennes, les sections d'Île-de-France, avec le délégué régional, avec Dominique, et puis avec le vice-président, ont appuyé fortement, et ça c'est très bien, cette association. Alors, on en a été remercié, et c'était important, il y avait du parachutiste, ce qui était la moindre des choses, à la commémoration, j'allais dire, centrale, parisienne.
Et puis, un certain nombre de sections ont localement soit organisé, soit fortement contribué à des commémorations locales autour de Drakkar, et je les en félicite. Certaines n'ont été qu'invitées, et là je me suis posé des questions. Il y a à certains endroits, la cérémonie n'était pas organisée par une association parachutiste, et ça m'a interpellé. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, et je pense que là aussi c'est pour moi un des objectifs, que l'on prenne la main sur tout ce qui s'attache à des faits. Voilà. Le reste, c'est normal qu'on soit juste des contributeurs. Voilà. Et puis il y a eu tout un tas d'autres initiatives, bien évidemment. J'en cite deux, mais je pourrais en citer d'autres qui rentrent bien dans moi ce que je pense être l'avenir de notre association. Ça a été l'accompagnement un peu par une manœuvre souple et féline de la mort de Guy Marchand. Voilà, donc ça a été extrêmement bien joué, avec pas mal de finesse, par deux sections de notre association. Et puis il y a eu aussi une autre initiative, mais je la cite, mais il y en a plein d'autres. Si vous lisez DLP, vous l'avez déjà vu évoquer. C'est quelqu'un de notre association qui s'occupe de jeunes en lycée professionnel, et qui leur fait des travaux pratiques sur la fiabilité de notre site. Et ces travaux pratiques ont révélé un certain nombre de failles de sécurité que l'on a pu résoudre grâce à ça. Ben voilà, il a fait, ce garçon-là, ce membre-là, a fait toucher du doigt le monde parachutiste à des jeunes garçons et des jeunes filles qui peut-être, à travers une voie très spécifique qui est l'informatique, qui peut-être, il a peut-être allumé chez eux ou chez elles une petite flamme qui un jour grandira. Voilà, donc, etc. Donc, je félicite tous les gens qui mènent ces initiatives, et j'y reviendrai. 2024, donc là on a fini 2023. 2024, il y a on gère cette année une double commémoration, vous le savez tous, qu'on avait peut-être pas suffisamment anticipé, quoique. En Indochine, alors je félicite là aussi tous ceux qui ont pris le manche à tous les niveaux pour créer une activité autour d'eux, soit à la fin de la guerre d'Indochine, soit Dien Bien Phu. Certains d'entre vous ont pris la main sur des cérémonies, notamment là, autour du 8 juin, qui est la fin de la guerre d'Indochine, ou autour du 7 mai, qui est la commémoration de la bataille de Dien Bien Phu. Et puis d'autres ont organisé des conférences, etc., etc. Chacun avec ses moyens, chacun avec les particularités de son milieu local. Donc voilà, je leur adresse, parce que là je parle bien de ceux qui n'ont pas participé, mais qui ont organisé ou fortement contribué à. Et c'est aussi pour ça que, comme nous avons 2 rendez-vous de cette année, nous avons choisi, au niveau du conseil d'administration, de placer le congrès plutôt, et vu les dates, plutôt sur le site de l'Indochine et de Dien Bien Phu. Sachant qu'on se réserve en septembre les commémorations de la libération. Voilà. Et donc on arrivera à faire face à ces 2 grosses commémorations. Et donc la libération, j'en parle, il y a des très nombreuses cérémonies, bien évidemment, autour de la libération. Et là aussi, il y en a un peu partout. Il y en a un peu de tous les styles. Bon, l'intérêt de cette libération, et je pense que tout le monde, enfin beaucoup ne s'y attendaient pas, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'événements parachutistes liés à la libération du sol national. Alors bien évidemment, il y a tous ceux qu'on connaît bien, Saint-Marcel par exemple, et ça a été le cas. Il y a une commémoration nationale à Plumelec, et les Bretons ont fait tout ce qu'ils ont pu pour être présents. Je félicite tous ceux qui se sont démenés pour arriver à être présents dans une cérémonie présidentielle extrêmement verrouillée. Voilà. Mais il y a eu tout un tas d'autres initiatives en province,
liées à l'événement. Je vous montre quand même. Alors c'est très très pas beau, hein, parce que c'est une photo d'un livre. Mais cette page vous montre tous les largages qui ont eu lieu liés au SAS, au Jetburn, au SOE en France. Ça concerne quasiment toutes, ou une bonne partie des sections. Je pense que parmi vous, c'est la première fois que vous voyez ça. Et que vous n'aviez pas, nombre d'entre vous, et c'est normal, hein, n'avaient pas savaient pas à quel point on pouvait s'appuyer sur toutes ces choses-là pour faire valoir le fait parachutiste lié à la libération. Voilà. Je vous le dis parce que quand parfois je posais des questions, quand j'ai fait le tour de certaines sections, il y avait plein qui ignoraient complètement qu'il y avait eu des largages, parfois massifs, dans leur région. Et c'est quand même à l'UNP de valoriser ça. Ou alors, je ne sais pas pourquoi, on a P dans l'UNP. Voilà. Récemment, nous sommes allés avec le secrétaire général à une cérémonie, il y a des choses très originales, mais bravo, du premier largage opérationnel qui a eu lieu dans l'armée française. C'était en juillet 1918. Voilà. Et il y avait le chef de corps du régiment du train parachutiste qui était présent, et tout ça, ça avait été préparé par un ancien du RTP, du RLA de Metz, enfin, etc. Il y avait une longue carrière dans la livraison par air, et voilà, ben oui, c'est ça, c'est logique. Hein. Et il y avait des sections, pas mal de sections de la région Grand Est qui étaient présentes, ça s'est passé à Vendières, et en fait c'était un régiment d'infanterie qui était encerclé par les Allemands, hein. Et c'est des pilotes de l'armée de l'air, à l'époque c'était comme ça, qui ont pris l'initiative, avec leurs bombardiers, plutôt que de leur balancer des bombes, de larguer les premiers largages OPS de faire, et ensuite il y a toute l'escadrille qui est venue à ravitailler, ça n'a pas empêché le régiment de passer à la casserole, mais en fait ça leur a permis de tenir. Voilà, et voilà, c'est ça que je pense, et là l'UNP a toute sa place pour valoriser ces faits. Vous voyez, ça remonte à 1918. Et alors, pour la libération, vous voyez tout ce qu'on aurait pu faire. Je vous rappelle qu'en Ariège, il y a une grande figure de notre famille parachutiste, hein, qui s'appelle Bijard, voilà, qui a été largué avec son équipe Jetburn, voilà. Ça, c'est bien que... Voilà, on a plein de choses comme ça. Bien. Donc, derrière toutes ces initiatives, donc je félicite tous ceux qui y sont penchés. Hein, récemment, on en discutait, il y a une section qui a pris le manche sur, pareil, un événement. C'est pour ça qu'au niveau national, nous avons décidé, pour commémorer, pour participer à ces commémorations d'événements, de faire l'effort sur la Saône-et-Loire et le 3e RCP, 3e SAS du commandant Chateau-Jaubert, qui a mené, pour ceux qui ne le savaient pas, des actions assez efficaces de flanc-garde, hein, des armées alliées et de freinage du repli des Allemands. Voilà. Donc on va le commémorer autour de ça. C'est un choix. Alors on avait le choix entre le 2e RCP, 4e SAS de Bourgoin, en Bretagne, mais je me doutais à cette époque-là, c'est pour ça que j'avais proposé au conseil d'administration, je me doutais que le président, qu'il y aurait une commémoration présidentielle. Et Loïc Lemaine a été confronté à ça. Quand c'est une commémoration présidentielle, on perd la main. Voilà, c'est comme ça, et c'est normal. Voilà. Et donc c'est pour ça que moins sous le feu des projecteurs, les actions du 3e RCP, 3e SAS, qui ont été quand même très très efficaces. Et nous allons donc faire ça entre le 5 et le 7 septembre. Bon, on vous en a déjà parlé, on y reviendra, mais nous allons faire en liaison avec la 11e brigade parachutiste. Donc l'UNP et la 11e brigade parachutiste commémoreront la libération de Montceau-les-Mines. Voilà. En parallèle d'une autre commémoration, qui elle sera plutôt portée par la famille des SAS, qui fait partie de la famille parachutiste, et le 1er climat à Sennecey-le-Grand. Pareil, 3e RCP, 3e SAS. On fait tout ça en coordination et pas en confrontation.
Et donc il y aura un effort fait sur cette, et nous commémorerons donc, comme il se doit, le sacrifice et les victoires de nos anciens, de parade de la France libre. Ça tombe d'autant mieux que Montceau-les-Mines a été pendant très longtemps, et d'ailleurs dirigé par un maire qui n'était autre qu'un compagnon de la Libération, ancien parade de la France libre. Et la mère d'aujourd'hui n'est autre que sa fille. Ah, il y a quand même beaucoup de sang derrière tout ça. Voilà. Bien. Au-delà de ça, en plus de ça, toujours dans le rapport moral, sur les traces de l'ancienne équipe, la nouvelle équipe s'est déplacée dans pas mal d'endroits en province, dans des organisations, dans des réunions organisées par les délégués régionaux, que je félicite, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-en-Alpes, donc on a plutôt tapé à l'Est hein, pour l'instant. Voilà. Personnellement, je me suis déplacé, soit seul, soit avec le secrétaire général, sur des cérémonies auxquelles j'avais été invité. Au total, je pense que là, depuis mon élection, j'ai eu contact avec 53 présidents de section et ou bureaux et ou section, ce qui fait à peu près la moitié de ce que représente l'encadrement de l'Union nationale des parachutistes. Donc ce qui me permet, je pense, de dresser un premier constat. Premier constat que je lis, que j'accroche hein, aux orientations que j'avais fixées. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, j'avais fixé dans l'éditorial du Debout les Paras qui retraçait le congrès de Quélus, donc assez vite. Bon, de mes contacts, je sais pertinemment qu'un certain nombre d'entre vous ne l'ont pas lu, donc c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, je m'inscris quand même là-dedans. Donc si vous ne savez pas ce que j'ai dans la tête, je vous invite à relire cet éditorial, qui bien évidemment pas tombé par l'opération du Saint-Esprit, qui a quand même été aussi un peu inspiré dans la ligne fixée aussi par mon prédécesseur. Voilà. Et pour ceux qui l'ont lu, j'avais catégorisé le passé, le présent, le futur dans les actions. Lié au passé, lié au présent et lié au futur. Ça doit parler à certains, et voilà, les autres, je les invite à le relire. Bon, pour faire bon, pour le faire court. De ce que j'ai constaté, donc c'est lié à peu près de l'UNP. Donc à chaque fois, ne prenez pas ça comme argent comptant pour vous personnellement. Je vous dis, c'est un constat que je fais par rapport à ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti. Bon, la très grande majorité des sections font très bien le présent. Le présent, c'est des actions de cohésion. Se retrouver entre soi, voilà, se raconter son histoire, se donner chaud au cœur, chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec des gens qui ne connaissent pas ce milieu-là. Et puis, le présent, c'est aussi toutes les actions d'accompagnement de ceux qui sont dans la peine, de ceux qui ont des difficultés, de ceux qui... voilà, et puis de ceux qui passent la porte pour la dernière fois. Ça, c'est remarquablement bien fait, et c'est fait avec une grande réactivité. Signe des parachutistes. Et puis, là aussi, la très grande majorité des sections fait très bien, là aussi, le passé, mais le mode traditionnel. C'est-à-dire la participation aux cérémonies habituelles. Voilà, une très très grande présence. Et surtout, on y revient, dans un comportement et une tenue qui généralement impressionne, ou donne une belle impression de quelque chose. Donc
Voilà, c'est pas le cirque Boom, ou le cirque Pinder. Voilà. Donc là-dessus, les retours sont quand même, en général, la tenue des détachements de l'UNP sont très appréciés. D'où les consignes qu'on a rappelées. Voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, en revanche, peu de sections sortent du cadre traditionnel. Voilà. Et donc, je le lis, et peu de sections, mais il y en a, prennent la main sur des faits, notamment des faits liés au para. Voilà. Soit des faits para qui ont eu lieu sur le sol national, on en a parlé, hein, soit des faits para qui ont construit notre histoire. Hein. Yann Benfou, dans Dakar, on verra l'année prochaine, je vous rappelle que c'est Suez. Voilà. Il faudra... Non, pardon, c'est 2026, c'est Suez. Et 2025, c'est encore la libération d'Alsace, la Belgique et les Pays-Bas. Hein, donc il faut qu'on soit présent. Les combats du premier RCP, est-ce qu'ils sont fêtés? Enfin, bien sûr qu'ils sont fêtés, bien évidemment. Jebsheim, voilà. Mais il faut vraiment qu'on mette le paquet, quoi. Voire qu'on prenne la main sur la cérémonie, en tout cas qu'on y contribue fortement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les Parassas ont flankardé le corps d'armée Patton lors de la contre-offensive des Ardennes. Il faut le fêter, ça. C'est dans les Ardennes belges. Bon, les gens l'ont découvert. Et il faut qu'on le sache. C'est quand même nous qui devons être porteurs de ce patrimoine, de cette histoire. Voilà. Et puis ensuite, les SAS ont aussi agi aux Pays-Bas, et donc je pense qu'il faudra être présent, mais là on n'a pas la main. Voilà, j'y reviendrai sur le magasin. Et 2026, Suez. Suez, c'est à nous de porter la commémoration de Suez, à nous d'inventer, de trouver comment. Voilà. Je rappelle qu'il y a au moins le deuxième régiment de parachutistes coloniaux et le REP, le premier REP, qui ont contribué, qui ont participé à Suez. Ça serait ballot qu'on fasse rien. Voilà. Donc on a un petit peu de temps pour s'y préparer, à la fois au niveau national et au niveau local, là il y aura quelque chose. Voilà. Donc ça, voilà. Donc moi je préférerais, plutôt qu'on court partout après des cérémonies traditionnelles qui ne sont pas forcément liées aux parachutistes, il faut être présent en 8 mai, bien évidemment, il faut être présent en 11 novembre, bien évidemment. Mais qu'on fasse effort, là où ça a plus de sens, c'est là qu'on prenne la main. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, dernier constat, dans l'autre partie future, je constate aussi qu'il y a peu de sections, il y en a, mais il y a peu de sections qui travaillent sur le créneau futur. C'est-à-dire, grosso modo, l'entretien de l'esprit de défense auprès de nos jeunes, parce que c'est eux qui porteront les armes le jour où ça ira mal, voilà, et des forces vives de la nation. On a notre créneau, c'est pas à nous de tout faire, bien évidemment, mais on a notre créneau à jouer. Parce que c'est beaucoup plus facile, soyons honnêtes, avouons-le, de faire de l'entre-soi, c'est facile, voilà, de se tirer les coudes, c'est bien, et c'est indispensable. Qu'aller parler à des jeunes. Qui, je le rappelle, sont pas les, vous le savez très bien, vous êtes tous grands-parents, voire arrière-grands-parents, les jeunes ne sont pas ceux qui font la une du 20h. La plupart des jeunes, de nos jeunes Français, ce sont des gamins super, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur allume une petite flamme. Que peut-être leurs parents, que peut-être leur entourage n'a pas su allumer. C'est notre job. Sinon, le monde combattant, il ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ce que je vous invite à faire modestement. Parce que, voilà. Mais à faire. Alors, il y a plein d'initiatives, hein. Mais globalement, pour vous, il y a plein d'initiatives, on va en discuter encore, hein, de valorisation des jeunes, de contact avec les jeunes, on y reviendra, on pourra en parler, mais on en parlera plutôt au Conseil national. Parce que c'est là où on peut échanger. Grosso modo, pour la faire courte là-dessus, quand on a fait notre tournée des régions, à peu près par région, il y a 1 à 2 sections
qui a contact avec une classe de défense. C'est pas énorme. Voilà. Et c'est là qu'on a un contact avec les jeunes. En revanche, celles qui ont contact, elles font un super job. Et puis enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que, à part les sections qui sont proches d'un régiment parachutiste et qui sont en lien, là on y reviendra, finalement il y a assez peu de contact avec l'active. Alors il y en a, hein, bien évidemment, il y en a, bien sûr. Mais je pense que c'est aussi on a aussi, je ne dis pas pour tout le monde, hein, bien sûr, je redis ce que j'ai dit, mais on a aussi un effort à faire. Parce que finalement, c'est quand même le cœur de notre préoccupation. C'est pour ça que, et là je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fusion FNAP et UNP, on l'a fait évoluer. Et globalement, ce qu'on va faire, c'est parti, on va signer des conventions, il y en a qui existent déjà, on va les toiletter, on va signer des conventions entre la section UNP locale et l'amicale des régiments, des groupements de fusiliers marins qu'on aura demain, du CPA 10, du CPA 30, etc. Enfin voilà, avec les unités, avec les formations parachutistes, hein, de façon à créer un lien plus étroit entre le maillage national de l'UNP et les régiments, via cette convention entre la section locale de l'UNP et l'amicale régimentaire locale. Voilà. Je vous donne juste un exemple, un des objectifs, c'est quand il y a un jeune citoyen qui, parce que vous avez un contact avec la jeunesse, vous dit « Ah, moi je suis intéressé pour apprendre les parachutistes », eh bien vous faites remonter ça et vous balancez ça à la section, aux sections UNP du Tarn, de la Haute-Garonne, des Pyrénées, enfin là où il est un genre, ce gamin il est intéressé, et puis voilà, puis vous lui filez l'adresse, et la section UNP fait remonter ça au régiment par l'amicale, et le régiment il contacte ce jeune. C'est notre job aussi. Voilà. Et inversement pour nos paras qui rentrent dans la vie civile et qui reviennent dans un département, bon, je ne vais pas m'apesantir là-dedans, mais vous avez compris l'esprit. Voilà. Il faut qu'on trouve une vraie... on améliore la liaison entre l'active et nous-mêmes. D'où aussi en Saône-et-Loire le fait que les commémorations de Saône-et-Loire sont faites par l'UNP et la 11e brigade parachutiste. Voilà. Parce que c'est quand même eux qui font le job. Bon, depuis l'été dernier, voilà pour le constat. Et puis, dernier petit constat, une relative, mais ça c'est dans nos affaires, ça c'est lié entre au sein de l'encadrement, il faut que les gens qui ont charge de responsabilité, je pense au président, au trésorier, au secrétaire de section, il faut bien lire, il faut avoir connaissance des statuts et si possible du règlement intérieur de l'association. Ça peut éviter un certain nombre de dysfonctionnements. Voilà. Je vous invite, pour ceux qui les ont lus longtemps, de les relire. Ça ne prend pas trop de temps et ça permet, grosso modo, qu'est-ce que c'est notre... Et je l'ai dit une ou deux fois, notre association, c'est une association nationale. Les sections, et vous le savez bien, les sections locales sont des antennes locales de cette association nationale. Voilà, c'est ça. L'important, c'est que tous les adhérents comprennent ça. Parce qu'à la différence d'une amicale qui a son autonomie propre. Donc, effectivement, un président de section locale de l'UNP n'a pas la même marge de manœuvre dans ses décisions qu'un président d'amicale régimentaire. Voilà. Bon, une fois qu'on a compris ça, on a à peu près compris le principe du système. Mais je vous invite quand même à avoir une bonne connaissance des statuts, au moins pour ceux qui tiennent la boutique. Bon, depuis l'été dernier, voilà pour les constats. Depuis l'été dernier, on a vécu un certain nombre d'évolutions qui feront l'objet de validation au sein de cette Assemblée Générale, pour partie. Pour la création de 2 sections en Corse et
dans les Hautes-Pyrénées, ou dans les Pyrénées-Atlantiques, pardon. Dans les Pyrénées, la 640 avec un statut un peu spécial, la renaissance. En fait, c'est pas des créations, c'est des réactivations. Corse du Sud et Pyrénées-Atlantiques, mais la 640 Pau, on va dire ça, qui elle a une mission très particulière, qui est une section un peu particulière, qui est le soutien du musée des parachutistes. Après la dissolution de l'association qui devait s'en occuper et malheureusement qui a disparu. Donc, et je rappelle que l'entretien du patrimoine parachutiste fait partie des missions de notre association. Donc on est parfaitement en cible. Et je remercie son président et son équipe d'avoir pris en compte ce sujet à bras-le-corps. Et puis il y a aussi en contrepartie des mises en sommeil ou des dissolutions. Là aussi vous aurez à vous prononcer sur deux, soit mise en sommeil, soit dissolution. Ça vous sera présenté cet après-midi et vous voterez là-dessus. C'est la 4e ou la 5e résolution. La 782, mais qui est déjà mise en sommeil. Puis la 150 qui a fait parler d'elle, et on y reviendra. Il y a eu aussi la consolidation du siège, alors qui a fait beaucoup parler. En fait, je l'ai dit là-dessus, pareil, je fais quand même une information au président de section. Je rappelle que c'est une régularisation, que le siège a longtemps fonctionné à 3 personnes, qu'il a continué à fonctionner à 3 sur des règles qui est passées, mais qui sont arrivées à échéance, et qu'il fallait régulariser. Voilà. Et vous comprenez bien, et je l'ai dit et je le redis, qu'une association comme la nôtre, de 8000 membres, à peu près, avec un chiffre d'1 million d'euros, ne peut pas fonctionner avec une seule permanente. Moi, je ne sais pas faire. Très clairement, je ne sais pas faire. Et je pense que tous les membres du conseil d'administration qui sont au contact de tout ça peuvent témoigner. Voilà, donc et ça n'a d'ailleurs jamais pas été le cas, mais Madame Land, c'était quand même un peu, en termes de permanent, on ne pouvait pas continuer comme ça, toute seule. Enfin, elle n'était pas toute seule, mais les autres personnes devaient être régularisées. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Autre point, le fonctionnement de la boutique, qui est quand même, grâce à la Mouton, qui a quand même s'est bien amélioré, et l'évolution du site internet, je pense qu'un certain nombre d'entre vous consultent, qui a quand même pour objet de devenir le 2e organe de liaison de notre association avec DLP, en parallèle de DLP. DLP, c'est à terme, hein, on sort les DLP, voilà, mais il y a des informations qui méritent de sortir tout de suite. Et donc c'est le site qui prend en charge cette affaire-là, et ça, on peut féliciter Éric Auger, hein, qui a pris ça aussi à bras-le-corps et qui nous met un site moderne et sécurisé. Voilà. L'affirmation du rôle des délégués régionaux en appui des présidents de section. Voilà, je pense que ça aide beaucoup de monde. Je rappelle que pour l'instant, les délégués régionaux ne sont pas un échelon hiérarchique de plus, c'est un échelon de coordination et d'appui aux présidents de section. Voilà. Et là aussi, pareil, je les remercie de leur investissement, parce que quand même, ils font tampon entre les sections et le siège. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Autre point aussi, le rapprochement avec la FNAP, qui est devenue la FNAP Para, au travers au moins de 2 pistes qui avaient largement été initiées par le général Caille et son équipe. Donc je suis de nouveau le président de l'UNP et de nouveau un des vice-présidents de la FNAP Para, ce qui est quand même la moindre des choses, me semble-t-il, puisque c'est la plus grosse association de la FNAP, de très loin. Et puis cette évolution de la fusion qui est plus maintenant, qui va plutôt passer à travers les conventions des amicales et qui est bien évidemment soutenue par la FNAP Para. Voilà. Enfin, une dernière évolution de méthode. Je pense qu'aujourd'hui, il
mais on prend beaucoup d'attention à vous consulter avant de prendre des décisions, notamment au niveau du conseil d'administration. Les sondages, encore par la secrétaire générale et Eric Auger, il y a des sondages, il y a des informations qui vous sont envoyées. Lisez-les. Et si possible, répondez. Voilà. On s'appuie toujours dessus. Et par exemple, et il y a eu des réponses, hein, je vous rassure, hein, mais c'est de l'ordre de 30%, à peu près. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, les évolutions à venir, et puis après je vais passer la parole à notre trésorier. Donc la poursuite et les signatures des conventions dont je vous ai parlé entre sections locales et amicales régimentaires, on va faire une première vague. Et puis les régiments se connaissent, les sections se connaissent, et puis une fois que ça sera fait, je compte sur un effet de boule de neige pour une deuxième vague, et je vous dis, c'est une approche, l'UNP est interarmée. Nous avons ici des commandos de l'air, nous avons des commandos marines, des gendarmes, hein, des gendarmes pas, et cette convention, elle a pour but, pas de rester uniquement dans l'armée de terre, hein, mais si les commandos marines sont intéressés par ça, eh bien, ils prendront, je pense, avec la langue avec la section du Morbihan, etc. L'évolution du comité d'honneur, initiée par mon prédécesseur, donc il va prendre un peu de temps à la vitesse du comité d'honneur. Et voilà, le rapprochement, qui est déjà le cas avec l'entraide parachutiste, aujourd'hui nous avons il y a 60 départements qui sont couverts par des membres de l'UNP. Et pour ceux qui ont connu des drames, des problèmes, voilà, c'est quand même très efficace qu'un membre de l'UNP soit aussi le représentant de l'entraide para. Voilà. Et il faut savoir maîtriser le système. Pour Pascal Marado, bien évidemment qu'on a eu recours avec l'entraide para, l'entraide para a réagi tout de suite. Mais c'est une section que je ne désignerai pas, qui n'était pas celle du département, qui a pris en charge l'appui à la section locale, parce que la section locale n'était pas avertie des démarches qu'il fallait faire. Bon voilà, donc on s'est entraîné sur la section. Mais c'est quand même important voilà, qu'on élargisse encore. Je vous le dis, ceux qui étaient aux assemblées générales de la FNAP et de la FNEP, début avril, se sont rendus compte que les trois présidents s'entendaient très bien. Le général de Lyon, le général Régla et moi-même. Et donc les bagarres, les rivalités d'ego n'existent plus. Ils tentaient que ça existait. Voilà. Donc on est là pour faire avancer la famille para et donc pour en profiter. Donc tout l'intérêt d'avoir donc des membres de l'UNP qui soient les représentants locaux de l'entraide para, au profit de nos membres, bien évidemment, pour le grand bénéfice de nos membres. La clarification du rôle des délégués régionaux et le repérimétrage des régions de façon à ce que les régions UNP couvrent les régions administratives pour des questions de cohérence dans notre action par rapport aux autorités administratives. Et puis bien évidemment, ça fera l'objet d'une résolution, en revanche, c'est l'évolution des cotisations, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Bon, donc les présidents en ont parlé, les présidents ont été informés de tous les tenants et les aboutissants. J'aurais fait deux courriels, mais personnels, en janvier et en mars. Donc tous les éléments ont été donnés, tous les éléments ont pu être transmis, vous avez eu des débats au sein des sections. Il vous suffira de voter par rapport à une feuille de vote équivalente à celle qu'on vous a envoyée, et vous avez vu, on y reviendra cet après-midi, comment la remplir. Mais toutes les options sont ouvertes. Voilà. Et vous avez tous les éléments en votre possession. Et puis enfin, je termine par ça, avant de passer la parole, les rendez-vous qui nous attendent. Pour cette année, on a le sujet de la statue du général Bijard à Toul, suivi par Yves Jubot, avec attention. Voilà. Et là, on est sur une démarche vraiment en lien très étroit avec la Fondation Bijard, pour
faire l'action au moment où il sera nécessaire que l'UNP fasse quelque chose. Et pas partir bille en tête, vent du bas, tel l'éléphant dans un magasin de porcelaine, et tomber dans les pièges tendus par des gens qui sont particulièrement retors. Voilà. Donc on est en liaison, tout ce qu'on fait, c'est en liaison extrêmement étroite avec la Fondation Bijard. Voilà. Et puis, bien évidemment, les cérémonies de libération, je vous en ai parlé, avec la Saint-Michel, en Saône-et-Loire. Là aussi, félicitations aux sections de Saône-et-Loire, et plus largement de Bourgogne-Franche-Comté, qui assument la charge de préparation qui n'est pas simple. Voilà pour cette année. On vous a d'ailleurs envoyé des éléments et un questionnaire pour votre participation à ces cérémonies. Voilà, ça fera, les présidents ont tous été servis. Il faut retenir qu'en fait, on est quand même limité, il y aura moins de monde qu'au Congrès, hein, c'est tradit, et on reste limité par des effectifs rationnaires, on ne va pas entrer dans les détails, et bien sûr qu'on fera effort en participation sur les sections locales qui se sont occupées d'eux. Mais comme il y a le Conseil national, tous les présidents de section devraient y être présents. Voilà. Et puis enfin, et je termine, 2025, je vous en ai déjà parlé, Alsace, Ardennes et un peu Pays-Bas, et puis, il n'y aura pas de congrès l'an prochain, vous êtes tous au courant, à la fois pour faire souffler un peu les réserves, le budget, mais il y aura une assemblée générale, forcément, c'est statutaire, et nous avons l'intention de cumuler, d'associer au même endroit et sur la même période, dans l'esprit que je vous ai donné, l'Assemblée Générale de la FNAP-Para, l'Assemblée Générale de l'Entraide-Para et l'Assemblée Générale de l'UNP, à Toulouse, qui est le fief aujourd'hui de la famille des parachutistes, en liaison bien sûr avec la 11e brigade parachutiste. Voilà, et puis 2026, Suez et certainement un congrès. J'ai déjà des offres de propositions pour accueillir ce congrès. Je vous remercie de votre attention. Messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, vos grades et qualités, chers camarades, voilà, il m'appartient maintenant de vous présenter quelques chiffres de l'UNP. La partie financière, et tout d'abord je vais réglementairement vous lire le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes clos donc de l'exercice 2023. C'est son opinion, donc, il est marqué que vous en avez la synthèse en haut. C'est en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale. Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Union nationale des parachutistes relatif à l'exercice clos 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport, et ce sont ceux que je vais vous présenter. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Voilà. Donc ce sont des comptes qui sont approuvés, sans remarques, sans réserve, et je vais vous en parler et vous les détailler un petit peu à l'instant. Voilà, alors tout d'abord, on va commencer par le bilan. Donc je vais dire, on va avoir quelques chiffres, mais il faut en passer par là. Donc le bilan est actif-passif, et en fait, ici, c'est l'évaluation de la richesse de l'association, surtout que l'on regarde. Donc dans les immobilisations, vous avez la valorisation du siège. Le siège de l'UNP, c'est une valorisation historique, on pourra la refaire, bien évidemment. Alors, le marché immobilier baisse un petit peu en ce moment, mais malgré tout, c'est un siège qui a été acquis il y a quelques années, donc il s'est quand même valorisé. À l'époque, il était plutôt de l'ordre de 300 000 €, mais il vaut certainement un petit peu plus cher. Voilà, et puis nous avons aussi des amortissements, hein. Ça c'est pour ça que ce montant est un peu inférieur, c'est des amortissements un peu classiques, comptables. Vous avez un stock de marchandises qui correspond à ce qui est en valeur hein, dans les stocks, aussi bien au siège que dans les sections. Et puis vous avez ce qu'on appelle la trésorerie, les disponibilités. Hein, donc vous voyez ici, c'est le montant. Je vais vous le représenter un petit peu après en détail en termes de trésorerie et voir
ce qu'il y a au siège, ce qu'il y a en section et ce qu'il y a sur les comptes d'épargne. C'est intéressant aussi de voir. C'est à peu près, on est un peu moins d'1 million d'euros. Je parlais d'1 million d'euros l'année dernière, alors on est un petit peu moins maintenant. On venait d'atteindre le million d'euros l'année dernière. Sur l'année 2022, pardon, sur l'exercice 2022. Donc on est quand même dans une très bonne situation. Et puis vous avez ce qu'on appelle le fonds associatif. Alors là, je passe directement sur le passif, c'est-à-dire en gros là, c'est l'évaluation de la richesse, le patrimoine de l'UNP, et c'est évalué à presque 1,3 million. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ces principaux, de ce bilan. Le résultat de l'exercice ici est indiqué, mais je vais directement passer sur le compte de résultat, si vous le voulez bien, pour vous le décrire. Donc, la synthèse du bilan, voilà. On a un bilan solide. Il est vraiment solide financièrement, il se renforce chaque année, et le patrimoine, il est plutôt important, avec 1 million d'euros, comme vous disiez, général. C'est une grosse association quand même dans le monde des combattants, et que ce soit par la propriété foncière, mais aussi par les liquidités, hein, avec un fonds dur, finalement, une capacité de réaction et de mobilisation voilà, qui nous a permis de faire pas mal d'actions, dont le 69. Alors, on retient aussi bien évidemment la solidité, c'est aussi celle des membres, c'est celle de vous tous, hein, de toutes les membres de l'UNP, donc plus de nos 8000 membres, et toutes les actions que nous valorisons, hein, qui sont faites tant au niveau des sections que au niveau du siège. Compte de résultat. Alors, celui-là, donc d'un côté vous avez les charges et les produits. Je vais commencer par les charges. Je vais faire ça, parce que sinon je ne peux plus lire. Dans les charges, vous avez tout d'abord les achats de marchandises, c'est ce qui est ici nous avons une section et siège bien évidemment, voilà, vous avez à peu près un peu moins de 190 000 euros d'achats qui ont été faits. En face, en produit, vous avez les ventes de marchandises, vous voyez c'est 202 000 euros. Donc voilà, ça ce sont les résultats à la fois des magasins, des ventes, c'est pas que le magasin du siège, hein, ce sont aussi les activités des sections. Vous avez aussi une variation de stock de marchandises, donc ça c'est la variation comptable. Et de matières premières, je passe. Les autres achats et charges externes, alors ça c'est un grand plot, mais je vais vous le détailler un petit peu. Dans les achats et charges externes, il y a les dépenses des sections dans les manifestations. C'est l'essentiel d'ailleurs de ce montant, c'est à peu près 590 000 euros. Voilà, ça ce sont les activités qui sont menées au niveau département, enfin, au niveau des sections. Vous avez des frais de congrès de Saint-Michel, pour généralement porté par le siège cette fois, c'est de l'ordre de 150 000 euros, vous voyez. Donc c'est quand même relativement important, mais c'est normal, ce sont des événements nationaux. Et puis vous avez les frais de DLP, 75 000 euros, j'en reviendrai après là-dessus, c'est des frais qui ont même bien baissé. Vous avez les frais de fonctionnement dans les sections qui sont à hauteur de 54 000 euros, et des frais de fonctionnement pour le siège qui sont à hauteur de 46 000 euros. Bien évidemment, dedans on regroupe assurance, vous imaginez, sécurité du siège, travaux d'entretien divers, et puis aussi la fiscalité avec les impôts fonciers. Voilà. Après, en poste numéro 3, salaire et charges sociales, donc un seul salarié au siège depuis mi-2022, hein, dont un poste effectivement tout petit qui a beaucoup diminué. Je vous donnerai son évolution et les perspectives par la suite sur le budget prévisionnel. Mais sachez que c'était un poste qui était à plus de 100 000 euros par an. Donc là, on a bénéficié en fait d'énormément de bénévolat pendant cette période. Et puis, vous avez une dotation aux amortissements, ça c'est normal, une provision, près de 18 000 euros. Dans les charges diverses et autres charges, on retrouve des dépenses, des sections hors manifestation. Voilà. Donc là, ça peut être ce qui est réalisé en dehors de vos principales manifestations, et ça, généralement, vous le ségrégez dans les descriptifs comptables. Donc on le met là ici. Le siège, on n'a pas. Et puis les charges financières, ça c'est la gestion des comptes. On voit que l'univers bancaire, étant donné que chaque section a au moins un compte et en plus parfois des comptes d'épargne, les banques bien évidemment se nourrissent aussi à partir de cela. Du côté des produits, donc je vous ai fait déjà la symétrie entre l'achat de marchandises et vente de marchandises, mais vous avez bien évidemment, à partir des charges externes et notamment dans le fonctionnement des sections, vous avez en face les cotisations, c'est le plus grand poste. Vous avez bien évidemment dans les produits, excusez-moi, la deuxième ligne, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, c'est celui ce qu'on appelle les biens vendus de biens et de services. Alors, je sais que ça a ému quelques présidents qui se sont demandé qu'est-ce que l'UNP pouvait bien vendre en dehors de ce qui est fait avec les magasins et la boutique. En fait, c'est pas ça, c'est quand vous faites une activité à l'extérieur, ce qu'on appelle
manifestation, en fait, vous avez les charges de votre manifestation et vous avez aussi les entrées liées à votre manifestation, c'est-à-dire les billets, que les membres payent, voilà, le bar, enfin, toute cette partie-là. Et donc on le retrouve ici. Donc en fait c'est une symétrie quasiment parfaite. Voilà. Même pour le siège, à travers généralement les manifestations, les congrès ou la Saint-Michel. Et pour le reste, dans les autres produits aussi, je le détaille un petit peu, c'est tout ce qui est en dehors des manifestations. Et pour le siège, par exemple, c'est à peu près un peu moins de 80 000 €. Les sections, c'est 135 000. Et pour le siège, il y a essentiellement aussi Maginot dedans qui nous reverse une partie de nos cotisations qui fonctionne du nombre de membres. C'est à peu près 20 000 €. Voilà donc pour ce compte de résultat. Alors ce compte de résultat nous amène, et c'est là ce que je vais vous expliquer, à un résultat négatif qui affiche moins 100 000 €. Vous le voyez ici. Alors ces 100 000 €, ils sont assez simples à expliquer. Il y a deux éléments. Le premier, c'est une partie qui relève du fonctionnement, qui relève des activités du siège, et une partie qui relève des activités des sections. Pour les activités du siège, le poids est à peu près partagé entre siège et section. Il y a moins 50 000 au niveau du siège, moins 50 000 au niveau des sections. Le siège, c'est lié, je vais le mettre sur la page de commentaires. Hop. Voilà, le siège, c'est lié essentiellement, bien évidemment, au congrès de Caylus, des charges complémentaires. Mais si on le met en perspective avec les résultats de l'année précédente, ce qui était un résultat excédentaire de plus de 35 000 €, et le siège avait réalisé plus 50 000 €, en fait, on a une année quasiment blanche. Enfin, on a un exercice blanc, mais qui est à cheval sur deux exercices comptables. Voilà, donc rien de surprenant, avec des charges importantes, mais on avait eu beaucoup de subventions déjà l'année précédente. Pour ce qui est des sections, en fait, on le constate assez facilement, c'est une logique un petit peu de désépargne, puisque finalement, le montant que vous avez tous réunis collégialement sur les comptes sont des montants qui sont thésaurisés depuis la crise du Covid. Depuis 2020, ça n'a pas cessé de croître, et ce n'est que depuis l'exercice 2023 qu'on commence à avoir une forme de désépargne, c'est-à-dire en gros que vos activités ont repris de l'essor et que vous avez remis à profit finalement cet argent qui avait été mis en réserve. Voilà, donc là, ce n'est pas non plus très surprenant, et c'est pour ça qu'on a ce montant. Avec le commissaire aux comptes, on a estimé, et c'est pour ça que vous l'avez sous une forme de provision, que pratiquement sur les 50 000 de dépenses des sections cette année, enfin sur l'année 2023, il y aura à peu près 25 000 qui seront récupérés en 2024. Voilà. D'où une provision qui a été passée dans les comptes à cet effet. Il y a par exemple des sections, notamment une qui était une section qui est normande, et qui a décidé de rapatrier son capital au niveau du siège, ce qui est tout à fait logique. Et entre le moment où finalement la décision s'est prise sur les comptes 2023, ça marque une perte, et sur 2024, ça marquera une entrée. Voilà, donc c'est encore un passage, un effet de fin d'année. Donc pas de surprise là-dessus. Donc les fondamentaux restent très bons, mais le contexte est quand même marqué, et ça c'est quelque chose que, au niveau des sections, tout comme au niveau du siège, on prend de plein fouet, c'est quand même l'inflation. L'inflation sur les 10 dernières années, c'est 20%. C'est plus 20%. Voilà. Le siège, on l'a particulièrement perçu, notamment sur le magasin, à travers les coûts de livraison, les frais d'envoi, qui ont énormément augmenté du fait de la poste. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'effets, ce sont des impacts là malheureusement auxquels on doit faire face. On les assume, comme toute la population française, et comme tout un chacun quand on fait ses courses. Voilà, et au niveau du siège, ça nous impacte donc particulièrement. Voilà, donc il faut garder en tête ce contexte qui malheureusement nous amène à devoir avoir une gestion bien évidemment économique, où on met en place toutes les mesures pour limiter les charges, bien évidemment, tout en ayant le fonctionnement le plus optimal de manière à ce que les services que tout le monde attend de cette association soient parfaitement rendus. Vous avez toutes les missions qu'il nous faut mener, que le président nous a présentées. Je reviens un petit peu sur la trésorerie. Je vous parlais tout à l'heure d'une trésorerie qui était de l'ordre d'1 million d'euros. Donc voilà comment elle se décline. À fin 2023, vous avez alors à la fois compte courant, et puis le siège, enfin section, siège en détail. Sur les comptes courants, vous voyez, c'est à peu près 400 000 €, dont les 2/3 sont dans les sections. Voilà. Sur les comptes d'épargne,
c'est à peu près aussi le même montant, 490 000 euros. C'est celui-là qui a baissé un petit peu cette année, enfin, sur l'année 2023, sur l'exercice. Vous avez un peu désépargné, de manière à réaliser plus d'activités. Et vous le voyez, les comptes des sections aussi représentent un peu plus des 2 tiers. Voilà, et en caisse, voilà, il y a un peu plus de liquide en section, mais c'est normal. Et au siège, beaucoup moins forcément, le tout pèse à peu près 27 000 euros. Voilà, au total, donc nous tutoyons encore un peu ou prou le million d'euros, ce qui montre quand même une très bonne santé de l'association, et qui montre aussi, et qui se voit à travers aussi le bénévolat, et c'est un bon marqueur de l'activité. Donc on le valorise dans les associations, vous le savez depuis maintenant, c'est la 2e année. Ça nous est demandé, hein, donc on le déclare officiellement. La valorisation est simple, on regarde ce qui est fait au siège, hein, donc entre les activités permanentes, le nombre d'heures passées, on le décline. On regarde ce qui est fait aussi en section. On essaie de modéliser, c'est pas parfait, mais ça donne une idée. On l'a fait grossir un peu parce qu'on a considéré qu'il y avait quand même une très forte activité en section qui n'était pas suffisamment représentative. Voilà. Et donc là aussi on tutoie le million d'euros de bénévolat. Donc c'est une évaluation qui est faite en fonction du SMIC horaire, donc chaque année. C'est déclaratif, ça ne donne pas lieu à fiscalité ou quoi que ce soit pour l'instant, mais on voit bien derrière quel est l'apport des membres de l'association, tous compris, pour les actions. Tout simplement, c'est une manière de le chiffrer, et c'est particulièrement intéressant. Et ça nous permet d'ailleurs de nous positionner vis-à-vis d'autres associations, hein, tout simplement. On voit bien notre action. Enfin, alors, donc là, ce sera pour une autre résolution, pour laquelle vous aurez à vous prononcer. Je voulais vous présenter le budget prévisionnel. Alors, ce budget prévisionnel se répartit comme le compte de résultat que vous avez vu tout à l'heure. Donc, j'ai voulu aussi, lui donner une apparence telle que le compte de résultat est fait par les commissaires aux comptes. Donc, il y a encore cette fameuse case sur les côtés des produits avec production vendus de biens et services, hauteur 74 000 euros. Donc on n'en soyez pas surpris, c'est vraiment, ça veut dire des activités. C'est vraiment ce qui est ramené par les activités. Maintenant, il faut le voir ici, c'est pour le siège uniquement. C'est pour vous donner des comptes quant à nos actions. Donc vous voyez, on prévoit d'avoir des marchandises, alors on reste en ligne avec ce qui se pratique, hein, avec ce qu'il y a eu en 2023 et 2022, bien évidemment. Donc 90 000 euros d'achat pour 127 000 euros, voire un peu plus, 127 500 de vente visée, juste au niveau du siège. Voilà. Donc le magasin reste aussi un apport important dans nos équilibres. Et puis vous avez une grande partie qui est achat et charges externes, alors dans lequel on trouve le DLP. Le DLP, on le sanctuarise à 75 000 euros. On retrouve aussi les manifestations. Alors peut-être qu'on aura ici à revoir le budget, parce qu'on a quelques actions d'autres à mener. Mais on l'a vu aux alentours de 75 000 euros et on comprend le Congrès et la Saint-Michel. Voilà, mais pour 2024, on verra comment la voilure s'adapte. Et puis, service social, cotisation et dons, oui, le siège participe, bien sûr, fait des dons. Hein. Les sections aussi. Alors, une petite remarque aussi, on voit bien aussi quels sont nos dons, notamment à l'entrée de para. On est aussi jugé dans notre monde vis-à-vis de ces dons, et ce sont des dons qui baissent sur l'entrée de para. Donc, si vous avez des dons à faire, n'hésitez pas, soit à travers le siège, vous le demandez de faire, soit directement, comme vous le faites habituellement. Mais n'hésitez pas, parce qu'on est souvent regardé aussi sous cet aspect-là. Après les frais de mission, comme les frais de siège, vous les voyez, 18 000 euros pour les frais, électricité, assurance, maintenance, voilà, vous voyez, c'est relativement contenu. Mais ils ont augmenté, c'est l'inflation aussi. Les frais de mission, ils sont très contenus, autour de 15 000 euros. Les déplacements donc importants pour vous voir. Et puis, fourniture et équipement, là, c'est aussi un poste que l'on essaie de gérer au plus serré. Enfin, vous avez les services extérieurs. Ce poste a beaucoup baissé. Et c'est normal, parce qu'en contrepartie, il a baissé de pratiquement 30 000 euros, hein, vous verrez, parce qu'en contrepartie, on augmentera bien évidemment les salaires. On augmente le nombre de personnes sous le régime du salariat, mais ce n'est plus en service extérieur. Donc ici, on trouve commissaire aux comptes, on trouve l'expert comptable, on trouve aussi des avocats, de temps en temps, c'est bien utile. Voilà, et vous voyez, c'est très contenu, maintenant 12 000 euros. Voilà, en salaire, on retrouve les niveaux, je vous le disais, en avant, de 2000, alors qui prévalait avant 2021.
Voilà, donc on retrouve à peu près les mêmes niveaux où nous avions un commissaire général, vous vous souvenez, mais aussi salarié, et nous avions 3 personnes salariées au siège. Voilà. Donc à peu près 100 000 €, avec plus les charges sociales, c'était 130, et vous avez les charges financières, on paye assez peu au siège, 1 500 €, avec une bonne gestion de nos comptes. De l'autre côté, du côté de nos rentrées, nous avons les ventes de marchandises, je vous en parlais tout à l'heure, les annonceurs, 6 000 €, c'est un poste qu'on essaie de faire bien sûr grandir avec le DLP. Des subventions, on en a très peu au siège, on en a quelques-unes de temps en temps, spécifiques parfois sur certaines actions, et donc celles-là, elles sont plutôt dans les productions vendues de biens et services, mais parce qu'elles correspondent aux activités de l'UNP, hein, et elles sont dédiées par exemple lorsque on réalise le congrès, le Saint-Michel, et qu'on arrive dans une subvention spécifique à ce moment-là. Mais sinon, de manière globale, les subventions arrivent plutôt directement en section. Vous avez pratiquement 90% des subventions qui arrivent en section, et le siège est presque vu comme une section à part entière, donc il n'a qu'un centième de ce qu'il peut trouver. Voilà, donc c'est quelque chose par contre sur lequel nous aussi on travaille fortement. Voilà, les cotisations représentent peu ou prou 180 000 € avec une relative stabilité. Et production de biens et services, alors ici je vous le disais, c'est l'activité, hein, c'est par rapport, il faut le mettre en symétrie avec le congrès et la Saint-Michel, les congrès et la Saint-Michel, en tout cas nos actions au sens large. Et enfin, autre produit dessus, nous avons ici, c'est un peu aussi une variable d'ajustement, nous avons les montants versés par Maginot, c'est à peu près 20 000 €, normalement c'est stable, depuis les 3 dernières années en tout cas. Et puis nous avons aussi toutes les entrées spécifiques qui peuvent, notamment subventionnelles, qu'on pourrait générer ou trouver pour rééquilibrer les comptes. Voilà. Donc au total un budget pour le siège qui est de l'ordre de 460 000 €, 450 600 à l'état actuel, au niveau du siège, qui est en ligne, qui est inférieur à celui de l'année précédente, forcément. Hein, on a baissé un petit peu au niveau des activités. C'est plus le centenaire, voilà, tout simplement, hein, qui est prévu. Mais qui est assez standard sur ce que nous avions les années auparavant et même pré-Covid. Voilà ces quelques éléments. Et je vous ai mis quelques petits commentaires. Donc, je vous ai dit, il y a une réévaluation de l'inflation à prendre en compte. C'est ce qui nous impacte, notamment sur les frais d'envoi et les produits diététiques. C'est quelque chose que, bien sûr, vous l'avez constaté, mais que nous sommes malheureusement obligés de refléter. Et puis une augmentation de la masse salariale, je vous l'ai dit. En contrepartie, il y a une baisse de 30 000 € des services extérieurs. Si l'augmentation elle est de 80 000, c'est normal, de salariés. Et puis, nous avions aussi 18 mois d'économie sur ces charges salariales, ça représentait 70 000 €. Donc en fait, ne serait-ce que sur ce budget de l'année 2024, c'est un budget qui est presque à l'équilibre au niveau sur les dernières années. Donc c'est un budget qui est dans la continuité et qui finalement est insensible en termes de valeur pour l'UNP. Et enfin, bien évidemment, il y a un postulat ici aussi qui est d'avoir congrès, en tout cas toute activité menée par l'UNP, autant que possible à l'équilibre, d'où des recherches de subventions et dons qui sont nécessaires. Et bien évidemment, on fonctionne ici aussi sur un budget à cotisation à changer, puisque vous prononcerez sur ce sujet par la suite, et avec une recherche, comme je vous le disais, de recettes et de subventions pour compenser les effets de l'inflation. Voilà, j'en ai terminé sur cette partie en général. On peut remettre la planche précédente. Bien sûr. Voilà, ici, alors, je voulais revenir sur un point, manifestation, vous en avez parlé, le trésorier vous en a parlé. L'an prochain, vous avez bien compris qu'on ne fera pas, alors ça c'est pour le congrès, mais moi j'anticipe sur l'année prochaine où on ne fera pas de congrès. Enfin, l'objectif, c'est cet argent qu'on ne dépensera pas, même si une grande partie de cet argent, en fait, c'est de l'argent qu'on va chercher ailleurs. Donc, mais l'argent qu'on aurait en propre et qu'on ne dépenserait pas au congrès, mon intention, c'est, j'en parlerai au conseil d'administration, c'est d'en faire une espèce d'appui à des actions intéressantes des sections. Voilà. Il y a des sections qui ont des idées géniales, il y a des sections qui essayent de faire avancer des trucs, ben ça vaut le coup que, éventuellement, si on a un petit peu d'argent qu'on n'aurait pas dépensé pour ce congrès, eh bien, on les appuiera. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième, alors
il y a des choses qui n'apparaissent pas, mais c'est normal. L'entraide. Il faut quand même avoir la conscience de la chance qu'on a que les gens qui appartiennent, nous qui appartenons à l'Union nationale des parachutistes, l'essentiel de l'entraide vient d'ailleurs. Nous, on accompagne ceux qui sont dans la peine par notre présence, par des actions physiques, mais l'argent, il vient de l'entraide para pour les gens de l'armée de terre, il vient des ailes brisées pour les membres de l'armée de l'air, ils viennent pour les commandants marines, ils viennent de l'association l'ADOM, de la marine, etc. Donc, il faut aussi se dire que derrière tout ça, il y a toute une somme qui n'apparaît pas, qui est la somme que l'on reçoit d'autres associations. On a la chance, nous, d'être une association qui n'a pas à dépenser d'argent, globalement, ou juste un petit peu, pour l'entraide financière, l'appui financier à ceux qui sont à l'entraide. Donc il faut en être conscient, d'où l'intérêt d'être aussi dans l'entraide para. Je vous rappelle, l'entraide para pour les gens de l'armée de terre, puisque ceux de l'armée de l'air, ce sont les ailes brisées, et la marine, c'est la DOC et la gendarmerie, je ne sais plus trop. Voilà. Donc ça c'est un point, mais nous on a apporté une aide physique, une aide présentielle, une aide affective, c'est ça notre jeu. Donc ça c'est un peu ce qui fait la différence chez les parachutistes par rapport à d'autres associations qui doivent elles aussi, dans d'autres milieux, assumer aussi cette aide financière. Ça c'était la première chose. Et puis, voilà. Et puis la deuxième chose, c'est plutôt dans les autres produits, dans la recherche des subventions. Comme vous l'a dit le trésorier, l'essentiel des subventions, c'est vous, les sections, qui les captez du conseil départemental, des mairies, etc., surtout des institutions. Moi, je pense qu'on a un effort à faire, nous, au niveau du siège, vis-à-vis des entreprises privées. On a quand même la reconnaissance d'utilité publique, je pense qu'il faut qu'on a. Et moi, je suis bluffé par un certain nombre d'associations, parfois de petites, qui arrivent à capter des financements assez impressionnants parce qu'ils ont un gars qui a le génie de ça. Voilà. Et ça, il va falloir que l'on réfléchisse, ça va être un des axes aussi de réflexion cette année au sein du conseil d'administration, c'est de voir comment on peut s'améliorer dans ce domaine-là. Enfin, il faut voir, il y a des petites associations qui arrivent à un pognon impressionnant. Et donc ça m'interpelle. Et puis aussi, et je termine par ça, nous allons mener une action en appui du musée des parachutistes pour capter des financements et aider le conseil scientifique et le musée des paras, dans le cadre de notre mission de soutien capter des fonds pour financer l'évolution du musée des parachutistes. Donc de toute façon, dans les prochains DLP désormais d'ailleurs, il y aura toujours une à deux pages consacrées au musée des paras, à la fois sur ce qui s'y fait et sur le suivi de financement de ce musée. Voilà. J'ai vu, c'était le point sur les effectifs. Je termine par ça rapidement, c'est un point de nos effectifs que vous voyez. Ouais, alors il y a toujours, à cette époque-là de l'année, on est à peu près à moins 1000, moins 800 par rapport aux effectifs réels qui vont cotiser d'ici la fin de l'année. Bon, c'est toujours ceux qui n'arrivent pas, quoi, ou qui ont oublié, ou ça fait partie donc vous voyez. Enfin, ce qu'il faut surtout regarder, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est quand même dans une légère décroissance. Inéluctable au vu de l'âge moyen. Donc il faut vraiment, là aussi, ça va être le deuxième grand axe, mais c'est comment faire adhérer des gens jeunes, alors, qui n'ont pas du tout le profil d'une grande partie d'entre vous qui ont adhéré souvent peu de temps après avoir fait leur service militaire. Tout ça c'est fini. Donc voilà, donc là on a un deuxième sujet, et moi, fondamentalement,
Je pense que bien évidemment, ça vient d'une part de l'activisme des présidents de section, bien sûr, bien sûr. Par rapport à une ressource qui, elle aussi, est très particulière et qui est très différente d'une région à l'autre. Et qui a profondément d'ailleurs évolué depuis les années 70. Hein. Je vous rappelle que les années 70, les 80, les gros bassins d'anciens paras, c'était le Nord, l'Est et la Bretagne. Aujourd'hui, c'est fini. C'est plus ça. Les gros bassins de recrutement, c'est plutôt les régions, parce que c'est des engagés, les régions, eh ben, il y a des régiments paras, parce que les gars, quand ils quittent le service, une grande partie s'installe pas loin de leur régiment, parce qu'ils se sont mariés là, parce etc., etc. Donc on a vraiment un vrai défi, et moi, donc, ça c'est l'activisme des présidents de section, le terreau local, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis la troisième chose, c'est le produit qu'on vend. Et le produit qu'on vend, enfin je suis désolé de parler en termes, j'allais dire, commercial, mais qu'est-ce qu'on offre? Qu'est-ce qu'on offre pour attirer les gens? Et moi je crois que, voilà, je suis intimement persuadé que les axes que je vous ai proposés, hein, c'est de se tourner vers les jeunes, de rester en lien avec l'active, de faire des trucs du mémoriel qui parle aux jeunes, ben, je pense que ça peut attirer des anciens engagés, des anciens plus que les choses très traditionnelles. Ce qui restera le socle, c'est la cohésion, c'est évident. Et puis c'est l'accompagnement dont on a parlé, toutes les actions d'accompagnement et d'entraide. Ça reste le socle. Mais moi, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin pour faire des choses qui vont permettre peut-être d'attirer des gens qui ont 50, 60 ans et qui vont rajeunir 40, 50, 60 ans, c'est ça la cible, qui vont rajeunir notre âge moyen. Sinon, inéluctablement, vous comprenez bien que l'âge moyen, il glisse. Voilà. Bon. Alors, dans la salle, il va y avoir des personnes qui partent tout de suite en premier groupe. Est-ce que les personnes du premier groupe se trouvent dans cette salle? Pour l'excursion. Il y en a? Alors, toutes les personnes qui sont du premier groupe et qui partent en excursion vont vous diriger tout de suite vers la salle de restauration, vous passerez en priorité. Ensuite, donc là, voilà, c'est vrai qu'il y a le deuxième groupe aussi. Le deuxième groupe également. Le deuxième groupe également, vous partez tout de suite en salle de restauration. Donc, là, on va évacuer l'amphi. Je vous rappelle qu'à 13h45, on revient ici, ça vous laisse 1h15 pour déjeuner. 13h45, on revient à l'amphi. On a vraiment un détail qui est très strict. Hein. D'accord? Ah, s'il vous plaît, 13h45, retour ici, à 14h, monsieur le maire d'Orléans sera sur ce plateau. Donc, merci de respecter l'horaire que je vous donne. À tout à l'heure.
favori.